Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud. Voilà, 2 heures que nous allons passer ensemble. Nous avons déjà commencé à passer ensemble dans un instant vers les Charentes. Pour l'instant, dans le train de nuit qui nous emmène... Ah oui, on a délaissé un peu notre voiture là pour le débat, hein, Marine. Ah bah oui, là, clairement. Ça vous ennuie pas, vous? Non, jamais. Le train, c'est super. Ouais, on aime bien le train. Et c'est vrai que le train de nuit a ses charmes. Enfin, on va le voir. Qu'est-ce qu'il en est sur Twitter? Ça a commencé déjà à voter? Oui, vous êtes déjà nombreux à voter ce matin et vous pouvez continuer pendant tout le débat. Notre question d'été, transport, seriez-vous prêt à voyager en train de nuit? Eh bien, pour l'instant, c'est oui à 64%. Pour traverser la France, hein, pas pour aller en banlieue. Hein. Exactement. En train de nuit, en tout cas, vaut mieux parce que sinon, si vous faites le tour de la banlieue en nuit... En tout cas, les réponses de nos auditeurs sont plutôt nostalgiques. Ouais. On a Hans qui nous parle du plaisir d'arriver tôt le matin sur son lieu de villégiature au cœur de Vienne, Prague. Bref, on voit qu'il y a des vrais nostalgiques. Mais il y a aussi des gens un peu plus sceptiques qui parlent d'insécurité. Et là, c'est vrai que c'est une des questions qui pose problème dans les trains de nuit. C'est vrai que quand on dort et que la porte du compartiment ferme mal, on peut être un petit peu inquiet. Mais on va voir tout de suite avec nos spécialistes. On va répondre à cette question. Transport du passé ou du futur pour les trains de nuit. Sud Radio, question d'été. Alors cette question d'été, elle fait écho à l'actualité puisque Emmanuel Macron a déclaré le 14 juillet qu'il voulait relancer le train de nuit, Marine, hein, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Eh bien, on va tout de suite poser la question à Alain Bonafous, qui est avec nous, économiste des transports et professeur émérite des universités. Bonjour Alain Bonafous. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc un spécialiste des transports dans leur ensemble et du train, là en particulier pour ce qui nous occupe aujourd'hui. La question, elle est... D'abord, on se demande, avant de relancer le train de nuit, pourquoi le train de nuit a-t-il disparu? Pourquoi toutes ces gares, il y en avait plus de 500 en France qui étaient desservies, pourquoi tout s'est arrêté? Bon, si vous voulez, le mécanisme qui a dominé tout ça, il est tout de même relativement simple. C'est-à-dire que la SNCF a progressivement fermé des services. Il n'y a pas eu que le train de nuit. Il y a eu des choses aussi sur de l'intercité. Elle a fermé des services qui correspondaient à des trains relativement vides. Oui. Et dans le cas des trains de nuit, si vous voulez, quand le taux d'occupation est faible, ben évidemment, comme c'est quelque chose qui est a priori un tout petit peu plus coûteux qu'un train de jour, pour des raisons notamment de coûts salariaux, bon, c'est à l'évidence un puits qui devient un petit peu lourd à alimenter. Et progressivement, ça avait été très bien expliqué d'ailleurs par Pépi, par le président de la SNCF de l'époque, progressivement, donc on a fermé ce qui coûtait trop cher à la SNCF. Oui, pas que les trains de nuit d'ailleurs, les gares mal desservies, les petites lignes, bien etc. Sûr, oui. C'est-à-dire... Alors cela dit, nous ne sommes pas les seuls dans le monde. Hein. Sur le mythe des petites lignes, juste un mot, un pays comme la Suisse, qui est le premier mondial en termes de fréquentation des chemins de fer, il est même devant le Japon, ce qui est pas peu dire. C'est quand même un pays qui a pris soin de ne pas conserver des lignes qui consistent à transporter des sièges vides, c'est-à-dire qui a décidé au niveau fédéral de ne plus subventionner les trains quand le taux de couverture d'écoute est inférieur à 20%. Ce que vous nous dites, Alain Bonafous, excusez-moi Alain Bonafous, mais ce que vous dites en clair, c'est que c'est une logique purement économique qui a présidé à l'arrêt du train de nuit. Bon. Bien entendu. Économique et financière, étant entendu que c'est une dimension des finances publiques qu'il ne faut jamais oublier. Avant la crise, notre système ferroviaire coûtait quand même à peu près 14 milliards d'argent public au pays, d'argent du contribuable, chaque année. Donc on est quand même contraint de regarder ça d'assez près et évidemment de ne pas trop financer des choses qui sont trop déficitaires. Et puis il y a eu une évolution. C'est avec le TGV, enfin le TGV entre guillemets a sonné un peu le glas des trains de nuit, puisqu'en 1980, Vincent l'a rappelé tout à l'heure, il y avait 550 gares desservies par un train de nuit en France, et puis il y a eu l'arrivée du TGV, et puis de plus en plus, on s'est dit allons plus vite à notre destination.
Absolument. Et plus récemment, il y a tout de même eu la concurrence des cars Macron. Alors, il ne faut pas oublier que pour un service qui est de l'ordre du low cost, c'est un service qui est quand même relativement confortable. Ce sont des véhicules équipés de Wi-Fi, etc. Enfin bon, qui a une clientèle jeune qui est relativement fidélisée et qui propose des tarifs qui sont quand même aussi relativement bas. Oui, mais Alain Bonafous, si on fait un comparatif avec les voies maritimes, moi je pense notamment aux bateaux qui vont vers la Corse. Il y a des NGV qui sont comparables au TGV, qui vont faire le parcours entre peut-être Nice et Bastia en 2h30, 3h. Et puis, il y a encore des bateaux de nuit. Les bateaux de nuit n'ont pas été éliminés par l'arrivée des bateaux à grande vitesse. Non, d'autant que très souvent, les bateaux de nuit, ils emmènent non seulement des passagers, mais aussi leurs voitures, ce qui donne quelques commodités, si vous voulez. C'est ce qu'on appelait le train auto-couchette il y a 30 ans. Voilà, c'est du train auto-couchette qui flotte sur la Méditerranée. Bon, c'est la même chose d'ailleurs pour la desserte des trois pays d'Afrique du Nord. Il y a le même genre de service. Non, mais ça peut exister. La question qui se pose aujourd'hui, alors naturellement, c'est à la mode, ça fait plaisir. Moi-même, j'ai toujours trouvé ça extrêmement sympathique. J'en ai été un utilisateur assez fidèle avec mon épouse. Quand on est à Venise, on avait l'habitude d'y aller en train de nuit. Il y a pire comme destination, il faut dire. Il y a pire comme destination. C'était extrêmement agréable et somme toute moins coûteux que l'avion à l'époque, quand nous faisions ça. Bon, aujourd'hui, c'est Hello qui assure ça. Le service existe toujours, c'est Hello. Oui, c'est un autre opérateur. Donc, oui. C'est un opérateur italien, oui, bien sûr. La question, si vous voulez, du côté sympathique, du côté qui est peut-être utile pour l'environnement, même ça, il faut forcément le relativiser. Elle débouche sur l'autre question, est-ce qu'on pourra faire des activités de ce genre qui soient relativement rentables? Et alors là, il faut bien réfléchir aux deux créneaux concernés, qui peuvent être soit le créneau, si vous voulez, du low cost, disons celui des cars Macron, pour faire simple, ou même de Blablacar, qui sur la longue distance peut être relativement attrayant, notamment pour des populations jeunes et qui sont de plus en plus très mobiles. Ou alors, est-ce qu'il faut favoriser le créneau du train-hôtel de semi-luxe, quoi. On a l'impression, si vous voulez, on a l'impression un peu naïve d'emprunter le Simpton Orient Express. Alors, pour ceux qui ont connu, ceux de notre génération, c'est un peu le wagon-lit contre le train couchette. Voilà, pour faire simple. Exactement. Alors, on va poser la question à Jacques Montal, qui est avec nous au téléphone également, qui est ancien chef de gare, et membre du collectif Oui, Train de Nuit. Au moins, c'est clair. Vous avez pris votre parti, Jacques Montal. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Sûr. Je voudrais un peu contrecarrer les propos de M. Bonafous en tout début d'émission, notamment sur l'argument de poids de justifier la suppression des trains de nuit par la SNCF. Juste moi, pour mon exemple personnel, comme j'étais cheminot, je faisais les statistiques et je continue à faire les statistiques sur le train de nuit, la ligne Rodez-Paris, les deux lignes restantes. Et à l'époque, il y avait la branche Carmaux-Paris, vous voyez. Je faisais les statistiques tous les jours et le train à l'année, à moyenne, était rempli au-delà de 47%. Donc le déficit des trains de nuit a été créé artificiellement par la SNCF pour supprimer ces lignes de train de nuit. Mais alors attendez, Jacques Montal, ce que vous dites, donc, c'est que il y a des visées qui sont un petit peu obscures pour le grand public, effectivement. Une logique économique, en tout cas, qui est sous-jacente. Mais ce que vous nous dites, c'est que, en fait, le train de nuit, il subsiste sur des lignes qui sont en fait desservies par le TGV. C'est-à-dire que ça reste l'alternative pour traverser le pays sur un axe nord-sud pur, au travers du Massif central. Oui. Bien sûr. Et moi, pour confirmer mon propos, il y a l'autorité des transports, c'est le gendarme de la SNCF qui a expliqué dans un rapport en 2018 que le taux d'occupation des trains de nuit était de l'ordre de 47%, était près de 10 points au-dessus de la moyenne de l'activité des trains intercités, nuit et jour, nocturne et diurne confondus. Mais sur les lignes qui ont été conservées, on est d'accord. Donc sur les lignes peut-être les plus fréquentées. Non. Les lignes qui ont été conservées, même les lignes existantes. Je vous rappelle qu'il y a des lignes existantes qui ont été supprimées, comme le Paris-Nice, le Paris-Tarbes, d'où l'annonce de M. Djebari de remettre en service d'ici 2022 ces deux lignes. Ces deux lignes étaient fréquentées au-delà de 47%. Aussi également, vous voyez. Donc la politique de la SNCF, ça a été d'abandonner ces trains de nuit au profit du TGV, vous voyez.
au profit du TGV. Alors que nous, le collectif Oui au train de nuit, on dit que les trains de nuit peuvent être complémentaires aux lignes TGV. Le train de nuit, c'est pour aller au-delà de 700 km, pour passer la nuit. Oui, voilà. C'est ce qu'on devrait faire par des vols de la navette sur les destinations connues, qui sont maintenant concurrencées, d'ailleurs, par le TGV, le plus souvent. Parce que, en fait, le match, Alain Bonafous, est-ce qu'il est avion contre train de nuit, ou est-ce qu'il est TGV contre train de nuit, le vrai match? Alors, si vous voulez, ça dépend du créneau que vous considérez. Hein. Quand vous allez de l'avion au Blablacar, c'est-à-dire du plus cher. Quand je dis le plus cher, l'avion est parfois pas beaucoup plus cher que le train. Mais enfin, quand vous allez de l'avion au Blablacar, si vous ne touchez pas évidemment la même clientèle. Ou vers l'écart Macron, vous ne touchez pas la même clientèle. Hein. Non, simplement, ce que je voudrais ajouter par rapport à ce qu'a dit M. Montal. Moi, je comprends son enthousiasme sur ces arguments. On pourrait en discuter. Je connais un tout petit peu les rapports de l'ART qui ont été faits là-dessus, qui sont très bons d'ailleurs. Simplement, la question qui se pose, il faudra bien qu'il accepte de la poser, lui, ancien cheminot, c'est de savoir si on peut avoir dans ce pays des trains de nuit qui ne coûtent pas trop cher aux contribuables, avec un autre opérateur que la SNCF. Je rappelle quand même, M. Montal, que la SNCF a avoué au moment de la crise du ferroviaire, pour la loi sur le ferroviaire, au moment des grèves, etc., la direction a fini par avouer qu'il y avait quand même un déficit de 27% de productivité, au sens économique du terme, de compétitivité. C'était son mot, de compétitivité. Ça veut dire qu'à service égal, ça coûte 27% plus cher quand c'est la SNCF, ou quand c'est une filiale de la SNCF qui coûte 27% moins cher, ou quand c'est un concurrent. Il suffit de comparer les tarifs fret SNCF et VFLI. Laissez-le répondre. Et donc la vraie question, elle est là. Jacques Montal, on sait que les cheminots, c'est une grande famille, pour pas dire plus, que vous défendez les uns les autres, et c'est bien naturel. Qu'est-ce que vous répondez à Alain Bonafous sur le coût, en fait? Le coût, on est toujours sur le coût. Moi, je rappelle que l'Allemagne a remis des trains de nuit, et les Autrichiens vont investir plus près de 500 millions d'euros pour investir sur 20 lignes de train de nuit. Les Autrichiens sont en avance par rapport à nous. Ils ont déjà mis des lignes il y a plus de 2 ans en service. Et les lignes, grâce à leur fréquentation, s'autofinancent pratiquement. Donc moi je dis que le coût, ça peut se discuter, mais à l'exemple de l'Allemagne, ils ont instauré une taxe de 13 euros par billet d'avion pour compenser pour les trains de nuit. Ils ont baissé la TVA. Mais là, excusez-moi, il y a des leviers dans ce sens-là. On peut pas dire qu'Air France soit en pleine santé là après la crise sanitaire. Ils ont pas besoin d'être ponctionnés pour se porter pas trop bien. Hein. Et en plus, il y a une vraie concurrence, d'autant que l'argument écologique est venu se greffer dessus. Évidemment, la consommation carbone. Et maintenant, les gens hésitent à prendre l'avion aussi parce qu'ils ont une conscience écologique. Mais bien sûr, il y a une conscience écologique qui sévit dans tous les pays et pour cause. Le train, vous savez, en CO2, c'est 10 fois moins que la voiture et c'est 30 fois moins que l'avion. Quand vous dites la voiture, c'est par exemple le bus. La voiture, le bus, oui. Aujourd'hui, les transports en commun qui voyagent de nuit à travers la France, ce sont des cars. On est d'accord ? Donc le train est plus écologique que le car, c'est ce que vous nous dites. Mais tout à fait, plus écologique, plus confortable, plus sécuritaire. Mais plus cher. Mais non, il y a des prix d'appel. Non, je ne parle pas des billets, je parle à exploiter. On parle de l'exploitation, le personnel, l'entretien des voies, du ferroviaire, etc. Mais bien sûr, tout cela a un justement, Monsieur Montal, quand nous avons posé la question à nos auditeurs sur Twitter, notamment seriez-vous prêt à voyager en train de nuit, justement, l'argument qui revient dans les commentaires, c'est pour dire non, c'est quelle est justement la part de l'insécurité dans les trains de nuit? C'est en tout cas le premier frein qu'on voit dans les commentaires. Gardez votre réponse parce qu'on va se quitter une minute parce que nous on n'est pas bénévoles. Il faut quand même aussi qu'on ait un petit peu de publicité. On se retrouve dans 2 minutes pour avoir cette réponse sur la sécurité à bord des trains de nuit qui est aussi un aspect très important. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. J'adore vos émissions, vraiment, alors je le dis, tout le monde vous le dit, et c'est vrai de vrai. La qualité de vos émissions et l'intérêt des débats, on ne trouve pas ça ailleurs. Sud Radio, parlons vrai.
tous les invités qui débarrassent la table et à qui on dit « Laissez, laissez !» Et à ceux qui insistent même pour faire la vaisselle, alors que vous avez un lave-vaisselle. Et surtout à tous ceux qui disent « Ah, la prochaine fois, c'est chez nous, hein !» Pour tous les invités qu'ils méritent, Intermarché baisse et bloque le prix de la barquette de 250 grammes de pavés de saumon à 5,35 € au lieu de 6,43 €. En plus, il est labellisé ASC. C'est aussi ça, être producteur et commerçant. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 21,40 € le kilo, élevé au Royaume-Uni ou Norvège jusqu'au 29 août, modalité sur intermarché.com. Et toi, tu pars où en vacances? À Quimper, La Rochelle, Biarritz, Perpignan, Toulon. Tu fais la tournée des Grands-Ducs? Plutôt des Campaniles. Leurs chambres sont à partir de 55 € seulement la nuit. Et ton bon plan, j'en profite comment? C'est simple, prends la direction de campanile.com. Pour une réunion de famille ou une étape sur la route, retrouvez-vous chez Campanile. Campanile, créateur de bons moments. Offre valable pour un séjour dans nos hôtels Campanile en France, réservé et consommé sur campanile.com jusqu'au 6 septembre 2020 sous réserve de disponibilité. Annulation possible jusqu'à 2 jours avant la date de séjour. Liste des hôtels participants et de nos mesures sanitaires sur campanile.com. Sud Radio. En Haute-Loire, Au Puy-en-Velay. sur 91 FM. Quand vous cherchez un canapé, vous pouvez trouver de bonnes affaires. Mais si vous voulez des super affaires, il faut aller chez Poltron et Sofa. C'est la semaine des super affaires chez Poltron et Sofa. Remise de 50 jusqu'à 76% sur tous nos canapés. Vite, dernier jour samedi. Poltron et Sofa, Authentica Qualita. Et voilà, Authentica Qualita, qualité authentique. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Par rapport à notre région, dans les supermarchés, c'est plus cher. Oui, les prix ne sont pas les mêmes. C'était dans les 50 centimes plus cher que chez moi, quoi. Ça chiffre vite. On fait pas attention, on se fait avoir. Chez Aldi, où que vous soyez, nos prix sont les mêmes partout en France. Et même sur le bio, comme par exemple les concombres bio au prix de 85 centimes d'euros la pièce. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Origine Espagne, catégorie 2, calibre 300-400 grammes, offre valable jusqu'au 1er août dans la limite des stocks disponibles. Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud. Ouais, de retour sur les routes de l'été, enfin plutôt là, sur les voies ferrées du coup, puisqu'on traverse de nuit la France pour notre question d'été. Le train de nuit, transport du passé ou du futur, on essaye d'y voir clair dans un sujet qui agite un peu les Français. Qu'est-ce qu'ils disent les twittos sur le fait de savoir s'ils traverseraient volontiers la France la nuit? Eh bien la question, effectivement, seriez-vous prêt à voyager en train de nuit? Pour nos auditeurs, c'est 69% oui pour l'instant. Il y a quand même un petit bémol. Il y a Passem qui nous dit trop de risques de dormir dans le train. C'est dommage d'arriver en vacances sans ses affaires. Oui, je comprends. Je vais même vous dire, ça sent le vécu. Parce que même dans le TGV, si on s'endort, parfois, on peut se faire piquer sa mallette. Effectivement, il y a un changement d'époque et visiblement, c'est le premier frein tout de même du tiers d'auditeurs qui répondent non du coup à cette question. Avec nous, des spécialistes qui répondent à cette question. Alain Bonafous, économiste des transports. Jacques Montal, ancien chef de gare et membre du collectif Oui Train de nuit. Alors, je vous ai interrompu quelques minutes, Jacques Montal. On était en train de poser cette question de la sécurité à bord. C'est vrai que l'époque a changé. C'est vrai que quand j'étais gamin, on avait la couchette dont la porte restait ouverte. En tout cas, ouverte. Elle était en tout cas ouvrable. Et on ne craignait pas pour ses bagages, on ne craignait pas pour ses affaires, on ne craignait pas pour soi-même. Ça a un peu changé quand même dans le train de nuit. Oui, bien sûr, tout cela, ça a changé. Il n'y a pas plus de risques dans un train de nuit qu'un train de jour, comme vous l'avez souligné. Maintenant, les trains de nuit comportent des portières à double... Excusez-moi. Sauf que pendant la journée, on compte un peu sur les autres pendant qu'on dort. Si on s'assoupit un moment, on sait qu'il y a un collectif, surtout des wagons sans compartiment. Tandis que dormir dans des compartiments où tout le monde dort, ça nous met plus en risque. Mais bien sûr, oui, je comprends le syndrome de la peur, mais ça c'est qu'un syndrome. Je veux dire, le train de nuit, quand il y a du personnel adéquat sur un train de nuit, quand vous vous sentez en sécurité, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire du personnel de sécurité qui patrouille des contrôleurs, davantage de contrôleurs, il n'y a pas de problème. Avec davantage de personnel, la sécurité sera assurée. Et puis vous savez, je vous rappelle qu'il y a comme je disais, des portes à double fermeture maintenant. Il y a des compartiments dames aménagés pour la sécurité, pour les dames. Donc le train de nuit n'est pas plus dangereux à prendre qu'un train de jour. Je veux pas vous asticoter, Jacques Montal, mais moi je me souviens quand j'étais gamin, donc dans les trains couchettes, le personnel de bord, les contrôleurs, à un bout d'un moment, ils allaient roupiller aussi. On peut pas dire qu'ils veillaient, c'était pas les veilleurs de nuit de la sécurité des trains.
Si, ils doivent faire des rondes. Ils doivent faire des rondes, oui, bien sûr. Mais quand vous avez un contrôleur pour un train, pour 15 voitures, vous voyez, la sécurité n'est peut-être pas toujours assurée. Mais enfin, bon, comme dirait. Alors, Alain Bonafous, voilà, Jacques Montal, il milite en fait pour qu'il y ait plus de personnel dans les trains. Hein. Ça, c'est un des vieux combats syndicaux, évidemment, des cheminots. Mais là, on va encore à l'envers de la logique économique et qui préside quand même à la réouverture des trains de nuit, Alain. Oui, si vous voulez, si on veut résumer un petit peu la situation, moi je ne nie en rien ni le côté sympathique, ni le côté utilité sociale, ni le côté cas échéant service public, quoi, tout ça. Je ne nie pas tout ça. Simplement, ce que j'observe, c'est que aujourd'hui, sur les deux principales lignes qui demeurent, et notamment sur celle qui va desservir à la fois le sud du Massif central et les Pyrénées, en particulier les Pyrénées-Orientales, j'observe que ça ne fonctionne que parce que c'est subventionné. Autrement dit, les lignes qui ont survécu, il y a une ligne qui n'existe que parce qu'elle est subventionnée. Donc il faut quand même s'attaquer à ce problème. On ne peut pas aujourd'hui traiter d'un problème ferroviaire en occultant le fait que le système est considérablement aujourd'hui sinistré. Oui, mais Alain Bonafous, considérablement sinistré. Ce qui s'est passé avec le Covid a aggravé une situation qui était tragique. J'allais dire, il y a un parallèle à faire. Hein. On voit bien que notre système de santé, l'hôpital français, est évidemment en déficit, mais c'est pour nous soigner. Et là, on se dit, est-ce que pour soigner la planète et pour servir de service public, peut-on accepter le même déficit de la SNCF en définitive? Est-ce que sur le compte du bien public, on peut continuer à creuser le déficit? Écoutez, s'il s'agit de soigner la planète, il y a des choses qui sont relativement simples. Qu'on appelle du calcul socio-économique. Hein. On est prêt à mettre un certain nombre de millions pour supprimer quelques émissions de quelques millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. On sait les sommes qu'on est prêt à mettre là-dessus. Si on en met 10 fois plus ou 20 fois plus, ça veut dire qu'on se fait piéger dans une enfin, je ne sais pas employer le mot, il est un peu grossier, mais enfin dans un piège à gogo, si vous voulez, qui consiste à dire parce que c'est vert, ça n'a pas de prix. Oui, ça n'a pas de prix, mais ça a un coût. Si pour l'environnement, on ne prend pas les mesures qui ont la meilleure efficacité, avantage, coût, on fait une mauvaise politique d'environnement. Parce que vous pensez que le président Macron... Comme quand on ferme Fessenheim. Voilà. Voilà. Alors là, pour faire un parallèle au moins très clair. Mais ça veut dire que dans le discours du président Macron qui veut relancer le train de nuit, il y a un argument écologique un peu masqué. Vous pensez que c'est même le premier argument? Il n'est pas masqué. Là, actuellement, il y a un effort pour mettre un petit peu de peinture verte sur toutes les dimensions de la politique, que je comprends parce que ça correspond à des soucis qui sont tout à fait légitimes de la part de la société. Écoutez, moi j'ai commis, fin des années 70, le premier livre avec des jeunes collègues de mon labo que je dirigeais et que je venais de créer. J'ai commis le premier livre qui disait il faut prendre en compte l'environnement dans le calcul économique des transports. C'est le premier. Ça s'appelle évaluer la politique des transports. Il évalue la politique des transports, il est sur Internet, il est gratuit, il est épuisé depuis longtemps, il est sur Internet. Donc là-dessus, je suis convaincu de ses nécessités. Mais si l'on doit faire des stupidités, prendre des mesures stupides en disant ça, on le fait parce que c'est vert, vous voyez, l'histoire par exemple des 120 à 110 km/h, c'est absolument lamentable. Il y avait des études et des évaluations qui montraient que ça n'avait pas une bonne rentabilité pour l'environnement. D'accord. Donc, si vous voulez, ce genre de choses, il faut le regarder de près. Alors, qu'on développe ça, moi je veux bien. La première chose qu'il faut faire, c'est ouvrir cette activité à la concurrence. Parce que les autres opérateurs que la SNCF, avec 27% de moins de coûts salariaux, ils peuvent être dans le marché. Aujourd'hui, la SNCF ne peut pas être dans le marché sur cette activité, et M. Montal le sait bien. Alors Jacques Montal, vous qui êtes quand même motivé, je dirais, par le bien public, quoi. Enfin, en tout cas, la demande de l'usager, du voyageur, qui a envie de retrouver train de nuit. Est-ce que vous seriez prêt à céder, je dirais, le monopole, quand même de fait, de la SNCF sur ces trains de nuit pour que l'usager soit heureux, qu'on puisse passer par des opérateurs étrangers même?
Oui, c'est un vaste débat, mais je dirais bien sûr, mais je crois qu'il faut pas prendre le problème, à l'envers. Aujourd'hui, on voit il y a une ligne privée qui fait Paris-Venise, un Tello entre autres. Hein. On voit aujourd'hui que ce train est parti, tout triomphant, etc. Avec des annonces et de la communication par différents canaux, etc. C'est que n'a jamais fait la SNCF hélas pour ces trains de nuit, hein, on peut le regretter. Et on voit aujourd'hui que cette compagnie est en difficulté. Oui, mais la crise sanitaire est passée par là, vous le savez aussi. Oui, le tourisme bien sûr, est compliqué. mais ça commençait à pointer avant la crise sanitaire. Ça commençait à pointer. Et en même temps, c'est pas la même clientèle sur Paris-Venise, avec tout votre respect, que sur Paris-Rodez. On est d'accord, hein, c'est pas le même pouvoir d'achat. Bien sûr. Et bien, vous savez, moi j'ai voyagé, je voyage avec le train de nuit, je suis allé à Venise, je suis allé à Rome, je suis allé à Budapest, je suis allé à Lisbonne, vous voyez. Voilà. Moi je suis allé avec la compagnie Artesia à l'époque, qui en 2011 faisait Paris-Venise, c'était le train du service public. Voilà. Et voilà. Et oui, c'était le train du service public. Bon, excusez-moi. Un dernier mot. Ce n'était pas la SNCF qui était opérateur, si vous permettez. Oui, bien sûr. Oui. Alors ne parlez pas de train de service public quand c'est quelque chose qui est autofinancé. Il ne faut pas plaisanter quand même. Il n'y avait aucune obligation de service public ni de délégation de service public dans cette affaire. C'était une affaire commerciale. Et l'avenir des trains de nuit, c'est justement des segments sur lesquels il y aura une efficacité commerciale. Et là, tout le monde aura gagné. Oui, mais bien sûr. Mais vous me parlez qu'en coup, monsieur Bonafous. Vous me parlez qu'en coup. Mais parce que c'est le nerf de la guerre. Il faut prendre la chose dans sa globalité. C'est parce que je suis économiste. C'est parce que je bien suis sûr, mais moi je suis pas économiste. Vous savez, moi, je suis cheminot de terrain. Hein. Je suis cheminot de terrain. Les coûts, ce sont des coûts financiers, ce sont des coûts sociaux. Il faut prendre en compte les deux. Messieurs, je vais devoir trancher et vous renvoyer aux questions de nos tweetos. D'ailleurs, le sondage, il en est où, Marine ? Il n'a pas beaucoup bougé. 68% d'auditeurs seraient prêts à voyager en train de nuit. Quitte à ce qu'il y ait un surcoût, évidemment. Ça, on n'en parle pas encore, mais comme toujours... Mais il y a quand même toujours un peu de réticence sur la sécurité. Comme toujours, dans les débats qui touchent au coût des services publics en France, on est entre libéral et social, et c'est un peu irréconciliable, mais bon, dans une économie de marché comme la nôtre, il faut quand même faire attention au bien-être des usagers, comme on les appelle sur les trains. Merci beaucoup Alain Bonafous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Jacques Montal également pour avoir un peu animé le débat. Il n'en reste pas moins que pour ceux qui ont connu l'époque du train de nuit, ça avait un autre charme que les cars sur les autoroutes. Et puis on avait plus confiance souvent dans le conducteur du train que on se disait même s'il s'endort, le train il va tout droit, quoi. Il va pas sortir de l'autoroute par rapport à un car. Mais ça c'est dans le pire des cas. On le souhaite à personne, bien entendu. Merci beaucoup. Nous, on va repartir sur nos routes de l'été. On va délaisser un peu les voies ferrées et on va repartir dans quelques instants dans les Charentes. Mais pour l'instant, on va s'occuper de vacances plutôt malignes.